Jean-Claude Monod est docteur en philosophie, chercheur au CNRS et auteur d'ouvrages tels que Foucault, la police des conduites chez Michalon en 1997 et Philosophie de la métaphore chez Hermann en 2017, ainsi que de nombreux articles de philosophie politique sur Michel Foucault, Max Weber et Carl Schmitt. Jeudi 9 juin 2022, une rencontre avec Jean-Claude Monod avait lieu à la librairie Ombre Blanche autour du dictionnaire Lévi-Strauss qu'il a dirigé et paru aux éditions Bouquin. Bonne écoute. Nous allons commencer pour ne pas trop nous décaler dans le temps. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui Jean-Claude Monod, donc, qui est chercheur au CNRS en philosophie et qui est, en dehors de son activité dans le dictionnaire Lévi-Strauss, a déjà une œuvre assez considérable dans le registre de la philosophie politique en particulier. Mais donc, aujourd'hui, nous allons parler de ce dictionnaire et on sait donc que c'est lui qui en a été le coordonnateur et je pense aussi l'inspirateur initial. Hein ? Non, pas vraiment. Enfin, il a bien pris le chantier qui n'est pas négligeable, puisque l'entreprise est vaste. Hein. Le dictionnaire, là, je vais quand même le montrer. Oui, 1200 pages à peu près, donc ça veut dire qu'il y a de quoi lire. Et qu'il y a, bien entendu, de nombreux contributeurs, donc il y a, je comptais 50, je crois, 49 contributeurs, et qui contribuent donc à nous parler de ce monument qu'est devenu Claude Lévi-Strauss dans notre culture française, qu'il s'agisse donc à la fois de sa dimension scientifique qui a largement dépassé nos frontières, mais aussi je dirais d'une place un petit peu particulière. Bon, le fait qu'il soit, par exemple, qu'il ait été membre de l'Académie française, c'est déjà une singularité, je dirais, par rapport à ce que pourrait être la carrière attendue d'un homme de son importance au niveau scientifique. Bon, l'indice, oui, un autre indice très fort évidemment de sa position dans les sciences humaines de chez nous, si je puis dire, c'est le fait qu'il a été depuis bien longtemps membre du Collège de France. Il y est rentré assez jeune, 50 ans à peu près, et donc il a continué toute sa carrière. Mais disons que actuellement, nous savons que ces derniers écrits personnels, si on ne parle pas de choses déjà éditées avant et qui sont reprises, s'est arrêté à peu près au début des années 1990. Non, pas tout à fait. C'est-à-dire si on prend en compte regarder, écouter, lire. Oui. Voilà, oui, c'est vrai que c'est 93. Donc oui, c'est vrai que c'est début des années 90. Voilà. Donc ça et fait. Après, il y a les recueils, mais qui sont effectivement de textes plus anciens. Mais en fait, il a vraiment continué à travailler et à publier, notamment. Pardon, j'interromps. Non, mais tu as raison, c'est très bien. Et notamment des comptes rendus dans la revue L'Homme qu'il avait fondée. Et il a eu vraiment une activité continue, notamment de comptes rendus. Tout à fait. Qu'on reprendra peut-être d'ailleurs dans un volume chez Bouquin, notamment toute l'œuvre tardive de Lévi-Strauss, parce que finalement, il a beaucoup continué à écrire, vraiment, y compris dans ces dernières années, et des choses assez aiguës. Moi, j'avais été frappé, surtout dans les comptes rendus qu'il faisait dans L'Homme, par le fait qu'il prenait toujours des livres absolument invraisemblables, des collections de 5 volumes sur le tissage dans telle société amérindienne ou des choses comme ça. C'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait une espèce de modestie aussi dans la manière dont justement il se chargeait de la
diffusion, enfin, ou de la reconnaissance de ce type d'ouvrage qui pourtant, je dirais, n'était pas tout à fait un ouvrage grand public. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je voudrais, avant donc de passer la parole à Jean-Claude Monod et à lui poser donc quelques questions en attendant les vôtres sur ce dictionnaire, rappeler que la présence de Lévi-Strauss à Toulouse a été assez grande finalement du côté des anthropologues qui n'étaient certes pas très nombreux dans les années 80, mais dans cette période-là, un bon nombre de chercheurs, le plus connu dont vous connaissez peut-être le nom, c'est Daniel Fabre, qui a animé, à vrai dire, l'équipe d'anthropologie toulousaine pendant des années, et son épouse aussi, Claudine Vassas, d'autres personnes. Nous avons tous eu notre moment structuraliste, et qui a été très productif, finalement, quel que soit le domaine dans lequel on s'est situé. Moi, j'ai utilisé le structuralisme pour travailler sur des légendes chrétiennes médiévales. C'est pas des mythes façon Bororo, mais ça donne quand même des choses qui méritent d'être clarifiées, disons, ou explicitées à partir de la démarche structurale. Donc, je vais, sans plus attendre, donner la parole à Jean-Claude Monod, en soulignant d'abord quelque chose qui, je pense, mérite d'être commenté par lui, qui est la difficulté qu'il y a à écrire sur Lévi-Strauss, étant donné l'ampleur de l'œuvre du personnage, sa personnalité, et donc l'éventail aussi de ses curiosités qui est considérable. Et donc ceci aboutit non pas à une espèce de chaos, ce qui aurait pu être le cas, mais à un dictionnaire où on trouve quand même des entrées comme Sarrig, Wagner, Marx, Rimbaud, Lady Di. Tout cela trouve sa place. Et donc il est évident qu'il s'agit d'une volonté délibérée de balayer en quelque façon le champ qu'il a pu lui-même prendre en considération. Et donc je n'en dis pas plus et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci la librairie Ombre Blanche pour son accueil et merci pour votre présentation et vos questions. Oui, alors ce dictionnaire, c'est vrai que c'est un petit peu une commande, hein, c'est des gens qui travaillent donc pour cette collection, qui ont eu l'idée d'un dictionnaire Lévi-Strauss. Et même si moi j'étais pas vraiment spécialiste de Lévi-Strauss, ils ont fait appel à quelqu'un qui était justement peut-être un peu relativement extérieur au champ des spécialistes pour pouvoir d'abord éviter, disons, les querelles de groupes, de champs entre spécialistes, les effets de loupe et de groupe qu'il peut y avoir entre spécialistes. Et puis, il se trouve que je connais très bien les gens de ma génération qui ont travaillé sur Lévi-Strauss et que mon père lui-même avait travaillé avec Lévi-Strauss au Collège de France, étant un anthropologue de l'Amazonie. Et donc, je pouvais un petit peu faire travailler ensemble plutôt des philosophes de ma génération qui ont travaillé sur Lévi-Strauss et plutôt des anthropologues d'autres générations. Et pour essayer effectivement de rendre compte alors d'une pensée et aussi d'une vie d'ailleurs et d'une œuvre qui est extrêmement variée, on a l'impression parfois que c'est une sorte de prisme presque du XXe siècle, parce qu'il a été au croisement de courants artistiques, de courants scientifiques, d'influences, de disciplines extrêmement variées, et il a réussi à les faire jouer dans son œuvre théorique. Et donc c'est ce qu'on a essayé de restituer. Alors, en un sens, ça ne pouvait être qu'un livre collectif, d'ailleurs, en ce sens, parce qu'il fallait faire appel, bien sûr, à des anthropologues, des ethnologues, des sociologues, mais aussi à des spécialistes d'histoire littéraire, parce que Lévi-Strauss, comme vous l'avez rappelé, c'est aussi l'auteur, par exemple, de Triste Tropique, qui est un livre
qui avait été envisagé pour le prix Goncourt, mais ils se sont aperçus que le prix Goncourt devait être donné à des romans. Donc, Triste Tropique, c'est un livre inclassable, mais ça n'est pas un roman. C'est quelqu'un qui a une très grande qualité d'écriture, hein, qui a été reconnu comme écrivain par des gens immédiatement comme Blanchot ou Barthes. C'est quelqu'un qui a beaucoup été nourri par justement les arts. Et à mon sens, d'ailleurs, c'est peut-être le troisième pilier de son œuvre théorique. Le premier pilier, c'est la parenté, hein, l'anthropologie de la parenté, à laquelle il a consacré un ouvrage extrêmement connu et classique, qui est les structures élémentaires de la parenté, qui était sa thèse. Le deuxième, c'est sans doute le mythe, avec les mythologies, qui est aussi un monument en 4 volumes, suivi en plus des petites mythologiques. Donc, il y a cette exploration du mythe qui a été très marquante. Mais en un sens, je pense que le troisième pilier, c'est l'art. Et on le voit par exemple dans le livre manifeste de Lévi-Strauss, l'anthropologie structurale, où il y a une grande section consacrée à l'art. Et c'est aussi à l'art qu'il a consacré, en un sens, le dernier livre, Regarder, écouter, lire. Et qui a aussi nourri, je pense, sa façon de faire, sa façon de voir, sa façon d'écrire. Comme il l'a dit lui-même, il pratiquait un petit peu le collage dans ses livres, un art du collage. Et il avait appris ça auprès des surréalistes. Il a pris le bateau pour fuir la France de Vichy vers les États-Unis en compagnie d'André Breton. Ensuite, d'ailleurs, dans Regarder, écouter, lire, il fait état de certaines différences dans la façon de voir le rôle de l'inconscient dans l'art par rapport à Breton, mais il a toujours dit aussi l'influence des surréalistes, notamment de Max Ernst, sur sa propre vision de la conception de l'art, de l'inconscient et d'une pratique d'écriture qui aussi laisse place à des associations. Et la variété de l'œuvre, effectivement, moi j'ai aussi voulu la restituer par le fait que c'est une œuvre très peuplée en quelque sorte. Alors peuplée avec des peuples, bien sûr, puisqu'il a été faire des terrains en Amazonie auprès des Bororo, des Kaduveo, des Nambiquara, des Tupis, Kawaïb, mais aussi peuplé d'animaux, de plantes. C'est une pensée très attentive à toute la variété du vivant. Et donc, j'ai voulu qu'il y ait des entrées sur, effectivement, les aigles, la chasse aux aigles, qui sont aussi des créatures qui deviennent des mythèmes, des créatures mythologiques qui sont prises dans des relations et qui en font ce qu'il appelle des mythèmes, c'est-à-dire des figures mythologiques qui seront sans cesse retravaillées. Mais donc, quand on lit d'ailleurs l'index, par exemple, Index des choses, Index Rerum de La pensée sauvage, un des grands livres de Lévi-Strauss, on passe du perroquet au concept, on passe de excréments à Karl Marx, on passe des siphons de clames qui sont des sortes de petits mollusques à je sais pas, filiation. Donc c'était un peu, au fond, son œuvre déjà elle-même, pleine de niveaux différents de sens qu'il essaye d'articuler et le dictionnaire essaye de restituer ce côté kaléidoscopique en même temps en essayant bien sûr de donner aussi des grands repères. Bon, il y a bien sûr des entrées sur les œuvres, quasiment toutes les œuvres de Lévi-Strauss, sur les rencontres qui ont marqué sa vie, sur les influences décisives comme des gens comme Jacobson bien sûr ou comme Saussure, ou comme Marcel Mauss, sur les concepts qu'il a marqués de son empreinte, hein, et qui sont très nombreux, hein, on pourrait y revenir, sur aussi les héritages, enfin les gens qu'il a à son tour marqués, sur les musiciens, les écrivains qui ont fait l'objet d'un traitement particulièrement développé dans son œuvre. Et voilà. Alors, ce que je peux ajouter, vous disiez effectivement qu'il y avait un risque de gigantisme ou de quelque chose d'un peu démesuré. Finalement, on a décidé plutôt de concentrer un nombre relativement limité d'entrées. Il y en a près de 250, mais il pourrait y en avoir plus. Mais c'était pas simplement une question de pages, parce qu'il y a déjà beaucoup de pages. Mais l'idée était plutôt de consacrer d'assez longues entrées
développé avec une sorte de problématisation, de perspective originale dans chaque notice, dans chaque entrée, plutôt que de très courtes notices informatives, parce que ça, alors c'est aussi Clément Drouin qui est là, qui travaille pour la collection, pourra peut-être y revenir, c'est maintenant, bon, il y a Internet, il y a Wikipédia, etc. Donc si on cherche une petite information purement factuelle, on la trouve très facilement. En revanche, une entrée qui met en perspective, qui développe un point de vue original, propre, sur toutes ces questions que j'ai évoquées, c'est plutôt ça qu'on a essayé de faire. Et en faisant appel donc à des anthropologues, à des linguistes, à des philosophes, à des spécialistes de l'histoire littéraire, à des spécialistes de l'histoire de l'art, de l'histoire des idées politiques, etc., pour rendre compte de cette polyphonie. Aussi à des chercheurs de différents pays, d'ailleurs, et continents. Il y a des gens du Brésil, de Chine, de Russie, etc., parce que parfois ce sont des pays qu'il a habité, où il a vécu, parfois il s'est inspiré de tels courants comme le formalisme russe, parfois il a eu une grande admiration pour tel ou tel pays, notamment le Japon, où il a séjourné un grand nombre de fois dans les dernières décennies de sa vie, auquel il a consacré un certain nombre de textes. Donc voilà, on allait aussi chercher des gens un petit peu dans le monde pour rendre compte de cette œuvre-monde, en quelque sorte. Oui, et parmi les choses qui frappent également dans ce dictionnaire, c'est le nombre d'auteurs mentionnés, c'est-à-dire les auteurs qui ont eu une importance pour Lévi-Strauss ou qui ont influencé sa pensée, comme vous venez de le dire. Et puis aussi, on voit apparaître au fil du texte, et des années, je dirais, qui passent, on voit apparaître des disciples qui sont ses contemporains, je pense, enfin, ou du moins des auteurs qui, à un moment de leur pratique de l'anthropologie ou de l'anthropologie historique, ont recouru à l'analyse structurale telle qu'elle avait été définie par Lévi-Strauss, enfin mise en œuvre plus exactement par Lévi-Strauss dans ses différents livres. Je pense à ce propos à Marcel Detienne, par exemple, dont le livre Les Jardins d'Adonis est une espèce de manifeste structuraliste tout à fait passionnant. Et même si Detienne, par la suite, a critiqué Lévi-Strauss, il reste ce monument d'analyse structurale qu'est le livre que je viens de mentionner. Donc, des influences, des disciples, on pourrait peut-être parler de ça, et des rapports aussi qui ont pu exister entre lui et des gens avec qui il a polémiqué, Girard, Gaucher, Meillassoux, etc. Oui, alors on a fait bien sûr place aussi aux critiques et polémiques, puisque quand une pensée se propose un fort programme théorique et entend renouveler le regard sur les phénomènes sociaux et symboliques, évidemment, il se heurte à des objections, et lui-même d'ailleurs n'était pas avare de polémique, enfin surtout dans un premier temps. Après il s'est un peu lassé de la polémique, mais il y a des textes très polémiques de Lévi-Strauss, polémique avec le marxisme, enfin lui-même se réclamant d'un certain marxisme. Évidemment, il y avait beaucoup de façons de se réclamer du marxisme dans les années 50 notamment. Polémique avec Sartre, plutôt donc comme représentant d'une sorte de vision de l'histoire qui, aux yeux de Lévi-Strauss, était largement mythique, alors au sens peut-être péjoratif du terme, et qui ignorait complètement les peuples dits sans histoire. Voilà. Polémique avec Caillois, polémique, enfin voilà, toute une série de... Et puis des choses qui relèvent plutôt de la discussion critique de certains disciples qui ont développé des objections et qui ont essayé de à la fois tirer parti de l'œuvre de Lévi-Strauss et de développer autrement une forme, par exemple, d'analyse sociale. Par exemple, je pense à Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu a toujours reconnu une grande dette à l'égard de Lévi-Strauss, notamment justement pour toute cette attention à la question du symbolique et une certaine,
disons, non pas autonomie du champ du symbolique, mais au fond la façon dont les rapports d'opposition, par exemple, les rapports entre le féminin et le masculin, entre la terre et l'eau, etc., peuvent se trouver représentés, projetés, y compris dans l'architecture, dans la maison en Kabylie, enfin toutes sortes de choses que Bourdieu a reprise de Lévi-Strauss, et en soulignant d'ailleurs que c'est la force théorique et l'attrait de Lévi-Strauss qui a détourné Bourdieu de ses études de philosophie. Enfin, il a fait jusqu'à l'agrégation et il avait même commencé une thèse de philosophie, mais le fait qu'il existe une œuvre comme celle de Lévi-Strauss lui a permis de passer, de sauter le pas vers l'anthropologie. Et d'ailleurs, je cite, j'étais un peu dans les archives de Lévi-Strauss, des lettres de Bourdieu à Lévi-Strauss, où il dit que voilà, c'est vraiment Lévi-Strauss qui a fait qu'il a pu se dire anthropologue et qui s'est dit d'ailleurs pendant un temps anthropologue avant de développer une sociologie où ensuite il a essayé de prendre ses distances en insistant plutôt, comme il le dit, sur les stratégies que sur les règles, c'est-à-dire sur la part de conscience de l'agent qui essaye de modifier les choses plutôt que sur le côté peut-être un peu auto-organisé des règles sur lesquelles, et inconscient sur lesquelles insiste Lévi-Strauss. Mais donc Bourdieu, c'est l'exemple d'une pensée qui s'est développée à la fois en situation de dette et de rupture, de critique vis-à-vis de Lévi-Strauss, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres exemples dans le dictionnaire qui ont été travaillés par des auteurs divers. Ensuite, effectivement, il y a la question des héritages jusqu'à aujourd'hui. Il y a des héritiers presque directs et officiels qui lui ont succédé au Collège de France, comme Françoise Héritier ou Philippe Descola, c'est-à-dire plutôt l'anthropologie de la parenté et du masculin, du féminin, justement, chez Françoise Héritier, et l'anthropologie de la nature chez Philippe Descola, avec là aussi une reprise d'une question initiale de Lévi-Strauss qui est le rapport nature-culture, et une façon très différente finalement d'envisager la façon dont les différentes façons d'organiser le rapport entre le visible et l'invisible, ce qui est censé être animé et non animé, naturel, culturel. Donc Descola, notamment dans son livre Par-delà nature et culture, on voit, à la fois il prolonge et il propose une toute autre interprétation de ce qui était une des questions essentielles pour la réflexion philosophique et anthropologique de Lévi-Strauss, à savoir justement ce passage. Mais... Oui, je pense que on voit déjà apparaître les prolongements de l'œuvre de Lévi-Strauss, y compris sous des formes qui sont parfois distinctes ou polémiques même à l'occasion. Je me posais une question là, qui est que Lévi-Strauss est mort en 2009. Déjà à ce moment-là, comme on l'a dit tout à l'heure, ça faisait longtemps qu'il continuait certes de travailler, mais enfin sa période de production intense, si je puis dire, était terminée. Et donc la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est qu'en est-il justement de la pensée de Lévi-Strauss, de sa reconnaissance dans différentes strates de notre culture universitaire ou pas d'ailleurs, et peut-on considérer que ce dictionnaire est l'occasion aussi d'un bilan, d'une certaine manière, de ce que on retient, que peut-être la postérité retiendra de Lévi-Strauss, et d'autres choses qui sont moins assurées ou plus directement amenées à des modifications considérables. Ou dernière question radicale à ce propos, c'est de dire, est-ce que finalement il y a encore des Lévi-Straussiens? Oui, c'est une question. Je ne sais pas s'il y a vraiment des Lévi-Straussiens, mais il y a pas mal de gens qui s'intéressent, qui reprennent des chantiers ouverts par Lévi-Strauss. Dans le champ philosophique, alors bon, moi c'est vrai que c'était un tropisme puisque moi je viens de la philosophie et je suis encore même dedans, mais Lévi-Strauss lui-même avait constaté, Lévi-Strauss a rompu avec la philosophie pour se consacrer à l'anthropologie, et de manière assez polémique là aussi quand on lit des textes des années 70 comme le final de l'homme nu, mais bon, on voit que c'était surtout contre une philosophie du sujet, une philosophie de l'ego, une philosophie dont il trouvait que dans la tradition occidentale, elle avait fait un peu du
de l'ego, du moi, son enfant gâté, et qu'il fallait un peu le remettre à sa place. Et donc la phénoménologie, Sartre, Descartes, enfin même, était cette tradition que Lévi-Strauss voulait contester, mais en fait, il la contestait aussi en faisant appel à d'autres ressources de la philosophie, notamment Rousseau, qui est une de ses grandes références philosophiques. Et Rousseau, c'est plutôt un philosophe de la sensibilité, un philosophe qui ouvre à la question aussi éventuellement du vivant. Et puis finalement, Lévi-Strauss, dans certains textes tardifs, assume le fait qu'il a lui aussi, d'une certaine façon, une philosophie, qu'il peut apporter éventuellement des choses à la philosophie, et que la philosophie aussi revient dans des textes qui portent sur la leur, comme il dit, sur la philosophie des peuples qu'il était parti, lui, étudier pour rompre avec la philosophie, notamment les peuples d'Amazonie. Et ce sont les œuvres notamment d'un philosophe brésilien, que vous connaissez, anthropologue brésilien, qui s'appelle Eduardo Viveiros de Castro, qui a essayé de... Bon, il a écrit un livre très connu qui s'appelle Métaphysique cannibale et qui essaye de dégager vraiment une sorte de vision du monde indienne, amérindienne, où la différence homme-animal n'est pas du tout thématisée de la même manière que dans la tradition occidentale. Et Lévi-Strauss dit, tiens, voilà, on voit revenir un peu la métaphysique, on voit revenir la philosophie, mais d'Amazonie cette fois-ci, donc une autre philosophie, et ça l'intéressait bien. Alors on peut dire justement, Viveiros de Castro, il y a un texte qui a été traduit l'an dernier, qui était une préface à un livre de Pierre Clastres, à la traduction d'un livre de Pierre Clastres. Et dans ce texte, Viveiros de Castro indique au fond une sorte de courant de pensée qui a essayé, disons, de donner une compréhension endogène d'autres traditions de pensée, qui a vraiment opéré un effort de décentrement assez radical par rapport à la tradition occidentale, et qui a essayé de rendre compte de toute autre manière de penser, et éventuellement de d'ébranler par là même nos habitudes de penser. Et il situe Lévi-Strauss dans ce courant qui se continue au plan de l'anthropologie politique avec Pierre Clastres, et qui se poursuit aussi avec lui-même, en fait, Viveiros de Castro. Et c'est amusant, enfin, il y a des postérités inattendues. Moi, ce qui m'a intéressé, une chose, c'est que on pouvait penser que Lévi-Strauss était un auteur très dépolitisé, qui avait voulu rompre même avec la politique, puis, comme il l'a un peu dit d'ailleurs dans ses entretiens avec Didier Ribon, où le jeune Lévi-Strauss était socialiste, et même assez passionnément socialiste. Il a dit qu'il a même voulu être un peu le théoricien du Parti socialiste dans les années 30. Et puis ça s'est mal passé à la fois au plan anecdotique, parce que il a fait une campagne électorale, il a essayé d'être élu, mais il se promenait en voiture dans la circonscription, et en fait il n'avait pas le permis, et il est tombé dans un fossé. Donc il a dit que ça a été la fin de sa carrière politique qui a été raccourcie de ce fait-là. C'est vrai que c'était un peu gênant. Et puis plus sérieusement, il a estimé qu'il avait manqué de jugement face à la montée du fascisme, notamment parce qu'il était très pacifiste, comme beaucoup de socialistes de l'époque, et qu'il n'a pas vraiment vu le danger. Et ensuite, il s'est senti, comme il l'a dit, comme un gibier de camp de concentration, parce qu'il était juif, il a été exclu de l'éducation nationale, etc. Donc il y a toute une histoire personnelle qui fait qu'il a estimé, au fond, sans doute, qu'il avait un peu manqué de jugement politique. Mais ce qui m'a intéressé, et je crois que ça a été assez peu vu, c'est qu'il a écrit en fait une série de textes d'anthropologie politique dans les années 40. Un texte sur la chefferie indienne, un texte sur la guerre et le commerce, d'ailleurs en 42-43, donc vraiment au milieu de la guerre, il écrit un texte sur la guerre et le commerce, et un texte sur ce qui s'appelle la politique étrangère des sociétés primitives. Et ces textes, alors ce qui est étonnant, c'est qu'il ne les a pas repris dans le recueil manifeste Anthropologie structurale en 58. Il l'a pas. Alors pourquoi n'a-t-il pas, alors qu'il y a des textes de la même période très connus, le savant, le sorcier et sa magie, la structure des mythes, etc., qui sont les textes les plus connus de Lévi-Strauss et qui datent des mêmes années 40. Donc pourquoi est-ce qu'il a repris cela et pas les textes d'anthropologie politique? Alors une réponse possible, c'est qu'il en avait repris un peu la substance dans Tristotropique. Mais comme c'était dans Tristotropique, qui n'est pas un livre qui a un statut théorique de même nature, on n'a pas tellement porté attention à ces réflexions d'anthropologie politique de Lévi-Strauss, comme le remarque d'ailleurs Viveiros de Castro, et comme le remarque aussi, alors ça c'est assez inattendu, il y a une sorte de revival aussi d'intérêt pour Lévi-Strauss,
dans ce qu'on appelle l'anthropologie anarchiste. Par exemple, chez Graeber, qui a écrit un livre, Graeber et Vendro, qui ont écrit une sorte de longue histoire des rapports entre l'État et les peuples sédentaires ou nomades. Et eux, ils disent, mais c'est étonnant, Lévi-Strauss, qui est un des intellectuels les plus marquants du XXe siècle, a écrit ces textes d'anthropologie politique et personne ne s'y intéressait. Donc, je pense que voilà. Et bon, moi, j'ai fait aussi quelques entrées dans ce dictionnaire, et puis un petit article dans la revue Esprit sur ce que j'ai appelé la politique à retardement de Lévi-Strauss. Et alors, un point où il y a aussi une portée politique intéressante et une actualité, c'est la précocité de son souci écologiste. Oui. Qui même dans les années 30, où il était socialiste et où le socialiste était plutôt, en général, assez industrialiste, plutôt dans le grand progrès des forces productives, Lévi-Strauss développe déjà une sorte de critique d'une forme d'hubris, de démesure technique, et un intérêt pour la nature, et qu'on retrouve alors là dans des textes qui sont presque prophétiques, qu'il a écrit pour la presse italienne, la Repubblica, un journal italien dans lequel il tenait une chronique, et où il s'intéresse aux épidémies, notamment à l'épidémie des vaches folles, et il voit que les épidémies, les zoonoses, c'est-à-dire les maladies de provenance animale, vont devenir un problème absolument massif, et que finalement on va être tous un peu dans la situation des Indiens. Il y a un texte qui finit comme ça: tous Indiens désormais, les Indiens atteints par des épidémies, obligés il dit pas de se confiner, mais presque. Voilà. Donc il pressent très bien les dangers liés à la destruction écologique. Et ça, je pense, c'est aussi une des actualités de Lévi-Strauss, et qui intéresse des collègues philosophes ou anthropologues. Par exemple, Patrice Maniglier, qui a écrit dans le dictionnaire, s'intéresse aussi beaucoup à cette dimension, à ces questions de la terre, de l'habitation chez Lévi-Strauss. Frédéric Keck travaille aussi, a écrit un livre qui s'appelle Les Sentinelles de la pandémie, parce que lui, il a développé un travail propre d'anthropologie, de philosophie sur l'Asie et la question des marchés, des grippes, la grippe aviaire, et donc justement la circulation des virus. Donc toutes ces questions. Et là, en fait, on a des héritiers de Lévi-Strauss qui ne sont pas des héritiers d'un dogme, ni forcément de la méthode structurale. On pourrait y revenir. Peut-être la méthode structurale n'est plus aussi présente qu'elle l'a été dans vos années toulousaines 80-90. C'est vrai qu'on se réfère moins maintenant au structuralisme et à Lévi-Strauss sous cet angle. En revanche, on relit à la fois, je pense, des textes qu'on avait peu lus, qui ont été aussi repris dans un volume récent sous le titre Anthropologie structurale 0, aux éditions du Seuil, et puis ce souci du sensible, ce souci de la nature, qui s'articule aussi avec sa pensée de l'art. En fait, il y a quand même aussi une grande cohérence qui apparaît entre toutes les facettes, je pense, de sa réflexion, et qui donne aussi à sa pensée son caractère quand même très cohérent et impressionnant. Oui, donc il y a d'une certaine manière de bonnes raisons aujourd'hui de s'intéresser à ces textes de Lévi-Strauss, mais en même temps, le sentiment que j'ai, c'est qu'il reste un petit peu du côté ce qui serait une histoire de la pensée, soit anthropologique en général, soit lévi-straussienne en particulier, et que si je regarde un petit peu les personnes avec qui je travaille ou avec qui que je lis, j'ai vraiment l'impression qu'on ne fait plus d'anthropologie du tout selon les bases posées par Lévi-Strauss. Si vous prenez quelqu'un comme Ingold, il y a des choses pour être rapproché de Lévi-Strauss. Mais si vous prenez Gell, par exemple, là aussi, il y a aussi tout le courant de la matérialité, etc. Il y a aussi une anthropologie politique qui est quand même très différente de celle qu'on avait connue jusqu'ici. Et donc on a l'impression qu'en somme, la référence à Lévi-Strauss, elle est peut-être présente, mais on s'en passe très bien, d'une certaine façon, et qu'il y a d'autres manières de construire l'anthropologie qui, pour quelqu'un de ma génération, sont souvent déroutantes, d'ailleurs. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez de ça. Il y a une espèce, malgré tout, pas d'arrêt, mais je pense que la référence a un peu migré chez les philosophes, puisque les gens que je citais, Keck, Maniglier, Gildas Salmon, il y a les livres de Vincent Debène qui se portent plutôt sur ce rapport
au voyage, et à l'écriture, au double livre, comme il dit, c'est-à-dire souvent, il a remarqué que les ethnologues écrivent un livre très scientifique, etc. Et puis ils écrivent un autre livre où ils racontent un peu l'autre scène, plutôt leur rapport subjectif et leur malheur souvent, leur ennui, tous les problèmes qu'ils ont pu connaître sur le terrain. Donc c'est Triste Tropique que Lévi-Strauss avait écrit dans un moment de crise où il pensait que c'était fini pour sa carrière académique. Il avait raté 2 fois le Collège de France, et donc il pouvait se lâcher. Et donc il a écrit Triste Tropique en disant voilà, de toute façon c'est foutu la carrière académique, et donc je peux raconter les choses sous un angle tout à fait personnel, avec un œil très critique sur ce qu'il appelle l'ordure jetée à la face du monde par l'Occident. Et donc il y a des pages évidemment très critiques, etc. Et puis on trouve aussi chez Michel Léris, par exemple, l'Afrique fantôme, etc. Bon, il y a tout un autre livre parfois qui est raconté. Mais effectivement, je pense que la référence a pas mal migré du côté de la philosophie, d'un côté. Ensuite, voilà, moi je la retrouve, et quand même, Viveros de Castro s'y réfère, Greber s'y réfère, bien sûr Descola, mais Descola c'est un élève. Donc il y a une présence, mais effectivement, ça n'est plus presque un passage obligé. Bon, on sait quand même que dans les sciences humaines, il y a des paradigmes, des moments où un peu tout le monde doit parler le structuralisme, tout le monde doit donc aujourd'hui, il y a peut-être la question du vivant qui est devenue centrale, les questions d'anthropologie, il y a aussi les études, bien sûr, les studies, disons, les études de genre, donc il y a des approches, il y a eu une critique féministe de Lévi-Strauss qui d'ailleurs est intéressante, parce que Lévi-Strauss parlait dans les structures élémentaires de la parenté, il parle essentiellement de l'échange des femmes. C'est-à-dire, il dit que une des activités essentielles d'une société et de son rapport aux sociétés voisines, éventuellement, c'est d'échanger les femmes. Les hommes s'échangent des femmes. Et donc, la lecture féministe trouve que c'est un point de vue un peu androcentré. C'est-à-dire, pourquoi il ne dit pas que c'est plutôt les femmes qui s'échangent les hommes ou les enfants. Mais Lévi-Strauss dit que non, c'est comme ça que les sociétés, en tout cas, se présentaient, celles sur lesquelles il a travaillé. Voilà, les données, c'était plutôt où les hommes ont peut-être l'illusion de s'échanger les femmes, en tout cas. Et donc voilà, bon, il y a un débat qui a été, mais qui est intéressant, qui rejaillit. Il y a un livre sur le genre, le neutre, là, d'Éric Marty. Il reprend par exemple toute cette histoire sur la question de l'échange des femmes, qui a été relancée par Gail Rubin dans un article célèbre sur le trafic, comme ça, des femmes. Donc voilà, il y a bien sûr des renouvellements qui sont les renouvellements de la recherche, les renouvellements des thèmes et des méthodes. Et effectivement, le structuralisme n'occupe plus du tout une place centrale de ce point de vue-là. C'est plutôt un autre Lévi-Strauss qui est sollicité, qui est effectivement... mais comme son œuvre, je pense, a beaucoup de facettes, on peut à nouveau y puiser, mais moins comme un maître à penser, comme ça a été sans doute le cas dans les années 70, que comme une ressource philosophique, théorique, anthropologique aussi, mais qui n'est pas forcément le dernier mot de la méthode anthropologique. Oui, ça, cet aspect, ce qui a été fondamental, je pense, dans l'importance qu'a pris Lévi-Strauss, c'était aussi cet aspect méthodologique. Et ça, il est certain que c'est peut-être un des aspects de son œuvre qui est le moins vivant aujourd'hui dans le... Oui, ça c'est effectivement, bon, il y a eu, c'est une grande époque aussi de recherche de rigueur pour les sciences humaines, et je pense que ça a été nécessaire, c'est-à-dire comment les sciences humaines, et pour Lévi-Strauss, les sciences humaines étaient quand même très insatisfaisantes méthodologiquement de son temps, et donc il a essayé de voir comment il pourrait leur donner une plus grande rigueur. Alors un des aspects, un des axes de cette tentative, c'est de se dire que le problème des sciences humaines, c'est que l'objet est lui-même évidemment déterminé par le sujet. Bon, on peut dire que c'est le cas aussi en physique quantique, mais je laisse ça de côté. Mais en tout cas, pour Lévi-Strauss, la physique classique, par exemple, elle parle d'objets qui ou l'astronomie, etc., qui sont complètement indépendants du sujet, et c'est ce qui leur permet d'atteindre une objectivité que les sciences humaines ne parviennent pas à atteindre. Et donc il s'est demandé, est-ce qu'il y a pour les sciences humaines des objets qui ont une espèce d'indépendance comme ça par rapport au sujet,
Et il a trouvé dans la linguistique structurale, d'ailleurs, il y a l'article qui est consacré, dans la linguistique structurale, l'idée que la langue, c'est quelque chose qui n'est le fait d'aucun sujet, qui est une sorte de système de règles qui s'impose à nous. Et le fait que ça ait pu être analysé de façon très rigoureuse par quelqu'un comme Jacobson, comme un système de différence, ou par la phonologie de Trubetskoy, en travaillant sur des différences simplement entre les signes, Lévi-Strauss a trouvé là une sorte de modèle théorique qu'il a essayé d'exporter dans une certaine mesure, et en ayant conscience parfois des limites de l'analogie, mais vers la question de la parenté, pour étudier comme ça un système de différence, pour voir comment, si le père est important, l'oncle sera moins important, et là, donc pour faire apparaître des relations qu'on ne voyait pas, qui ont un caractère systématique et indépendant quasiment pour lui de la pensée consciente des sujets. Et donc, je pense que ça a été très marquant, et c'est aussi ce qui a fait grand effet, disons, dans le champ des sciences humaines et de la philosophie. Enfin, tout le monde a été assez impressionné par cette méthode qui paraissait effectivement offrir une rigueur supplémentaire et faire apparaître aussi des relations qu'on n'avait pas vues. De même pour le mythe, essayer de suivre les variations d'un mythe à l'autre et se concentrer, donc prendre toutes les versions d'un mythe et les comparer pour faire apparaître ce qui change, le système des transformations d'un mythe à l'autre, et trouver que c'est là ou dans certains détails qu'on va finalement trouver le sens du mythe et pas dans un mythe isolé. Et on trouve ça dans son analyse de l'art. Il faut analyser comment le tableau de Poussin se réfère à un autre tableau de Guichard, etc. Et là, on commence à faire apparaître des relations pertinentes. Et ça, je pense que ça a marqué bien sûr l'analyse littéraire. C'était en un sens développé par Roland Barthes, mais sur un mode qui n'a pas tellement plu à Lévi-Strauss. Enfin, en général, Lévi-Strauss n'était pas très content des développements qui étaient faits à partir de sa méthode. Même chez Michel Foucault ou chez des gens comme ça, très prestigieux, il n'était pas convaincu par l'exportation du structuralisme en dehors de ses propres applications, mais ça a eu évidemment un très grand impact dans tout le champ philosophique et littéraire, l'analyse littéraire, la sémiologie, l'analyse des films. Il y a une notice sur le cinéma, parce que c'est intéressant, les études cinématographiques ont aussi été assez marquées à un moment par le structuralisme. Donc voilà, c'était aussi une manière de renouveler la façon de lire un texte, d'offrir de nouvelles méthodes pour faire apparaître des relations, des oppositions, des symétries inverses, etc. et trouver le sens plutôt là que dans un référent externe, etc. Donc ça, je pense que ça a marqué. Et puis il y a eu un certain déclin de ces méthodes. Je pense que ça ne dure qu'un temps. Mais moi qui, je trouve, d'ailleurs, continue d'avoir un intérêt en soi, je pense que ça peut être intéressant de pratiquer la méthode structurale pour étudier des corpus, des textes. Mais effectivement, l'intérêt s'est plutôt déplacé pour sa pensée de l'art, sa pensée de la nature, et pour peut-être des domaines qui n'avaient pas été tellement explorés comme son anthropologie politique. Oui, je pense à propos là, de ce qu'on pourrait trouver dans l'actualité de l'anthropologie qui évoquerait certains aspects de Lévi-Strauss, un problème qui apparaît plusieurs fois dans les articles du dictionnaire, qui est la question de l'universalisme. Et cet universalisme qui lui a souvent été reproché, justement, en particulier avec l'idée d'esprit humain, qui est apparu comme une sorte de nouvelle sauce pour l'idée de nature humaine ou des choses comme ça. Et alors, de ce point de vue, il y a un petit article de Sperber, sur Sperber, plus exactement dans le livre. Et la question que je me posais, c'est est-ce que finalement, c'est ce que dit Sperber, d'ailleurs, dans certains textes, où il dit Lévi-Strauss, il est passé à côté du cognitivisme, alors que fondamentalement, ses prises de position relèvent tout à fait d'une psychologie cognitive. Ouais. Et donc, je ne sais pas s'il y a un horizon autour de ça qui peut encore s'ouvrir, ou si on passera d'emblée dans du cognitivisme en oubliant l'apport singulier et ambigu de Lévi-Strauss dans ce domaine. Oui, il y a un article sur Dan Sperber, puis il y a aussi un article Sciences cognitives par un collègue qui est au CNRS du côté des études cognitives, à l'Institut Jean Nicot, mais qui avait fait son master sur Lévi-Strauss. Donc ça m'avait intéressé de lui demander un petit peu de faire cet article, parce que finalement,
Effectivement, Lévi-Strauss, on voit qu'il y a l'horizon d'une sorte d'élucidation de l'esprit humain et de ses opérations fondamentales, y compris au plan du mythe. Finalement, c'est quand même l'idée qu'il y a une sorte d'énigme. Moi, j'appelle ça un universalisme énigmatique, parce qu'il y a toujours un peu cette énigme au début de certains de ses livres. C'est-à-dire, il dit, bon, comment se fait-il que, par exemple, donc la prohibition de l'inceste, qui est le fait culturel par excellence, alors que la culture est censée être relative au peuple, la culture, c'est ce qui n'est pas universel a priori. Comment se fait-il que ce fait de culture, on le retrouve partout? Donc ce fait de culture qui est censé être forcément relatif puisque culturel, il est justement universel. Donc ça, c'est une sorte d'énigme qui est le point de départ des structures élémentaires de la parenté. Dans les mythologies, on trouve, et dans le petit article « La structure des mythes », on trouve à peu près le même problème. Il dit, mais c'est quand même étrange, dans des régions du monde très éloignées les unes des autres, on trouve les mêmes schémas mythiques, alors que le mythe, on pourrait penser que c'est par excellence le domaine de l'imagination complètement libre, etc. Donc comment se fait-il qu'il y ait les mêmes schémas mythiques pratiquement d'un bout à l'autre de l'Amérique, par exemple? Est-ce que c'est juste la transformation d'un même mythe, ou bien est-ce qu'il faut postuler des sortes de structures de l'esprit qui met en forme le sensible et qui recourt quand même à des schémas communs partout? Et donc, cette question d'éventuels schémas cognitifs communs partout, c'est aussi effectivement celle que reprennent les sciences et développent les sciences cognitives, mais avec cette bifurcation que je crois vous indiquez aussi dans l'article sur linguistique et anthropologie, c'est que Chomsky, etc., sont des gens qui, au fond, ont coupé un peu le lien avec l'anthropologie et ont développé plutôt le lien linguistique, études neuropsychologiques, donc les mécanismes cognitifs, les mécanismes du cerveau, etc., y compris les mécanismes linguistiques en tant qu'ils sont aussi des mécanismes cognitifs, et pas cette question qui était au centre des réflexions de Lévi-Strauss, du rapport anthropologie, et déjà de Franz Boas, qui est un des grands maîtres de Lévi-Strauss, du rapport entre anthropologie et linguistique. Oui. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a un rapport où Lévi-Strauss peut être vu comme un peu un des ancêtres, si l'on veut, des études cognitives. Et d'ailleurs, Dan Sperber, qui était son disciple, s'est ensuite émancipé, en quelque sorte, Mais maintenant, il travaille sur la question de la raison, etc., comme instrument d'adaptation. Et puis, voilà, après, Lévi-Strauss a vécu longtemps, mais pas non plus assez pour anticiper tous les développements des sciences contemporaines, bien sûr. Bien, nous allons passer alors à la seconde partie de cette rencontre avec les questions des personnes présentes. Oui, madame ? Merci. J'aurais voulu quelques détails sur l'autre scène de ce bel ouvrage, en particulier comment vous avez réussi à coordonner une équipe aussi importante d'une 50aine d'intervenants et le temps que ça a pris, tout ça, un peu le côté matériel du livre que vous n'avez pas abordé à l'instant, et aussi pour rassurer le public, parler un peu du contenu de l'article sur Lady Di, qui est pittoresque et qui mérite d'être rappelé. Merci. Alors, Clément Drouin, qui est là aussi, qui a vraiment suivi tout ce travail éditorial, pourra peut-être en dire un mot, mais alors, Bouquin, c'est une collection qui a, disons, du métier dans ce domaine, c'est-à-dire, c'est une collection où il y a eu, évidemment, un certain nombre de titres, déjà consacrés aussi à des musiciens, mais aussi à des figures intellectuelles comme Nietzsche, par exemple, il y a un dictionnaire Nietzsche, ou à un écrivain comme Camus, etc. Donc ils ont une certaine habitude de ces œuvres collectives. Ça nous a pris du temps, ça nous a pris plus de temps que prévu, parce qu'il y a des retardataires, puis il y a des gens qui rendent des choses beaucoup trop longues, il faut les couper, il y a des allées et venues, il y a des gens qui renoncent parce qu'ils se disent non, mais en fait, je n'y arriverai jamais à faire tenir ça dans ces quelques pages, etc. Bon, donc voilà, et puis il y a des gens qui ne veulent écrire qu'une notice, alors ça, c'est pas très pratique, on leur dit non, tu veux pas en faire quand même 5, 10, non, une, bon. Donc, on est content qu'on trouve des gens qui sont d'accord pour éventuellement excéder la sphère de leur stricte spécialité, et c'est difficile pour les Lévi-Strauss, parce que vous voyez le nombre de sujets, et donc effectivement, il y a des choses, on se dit, mais personne... Par exemple, c'était très difficile de trouver des rédacteurs pour les notices sur les peuples. Parce que des gens qui sont spécialistes des Bororo, alors déjà, éventuellement, les peuples eux-mêmes
ça renvoie à des dénominations plutôt linguistiques qui sont contestées éventuellement par les anthropologues actuels, et donc certains peuvent dire mais en fait ces peuples n'existent pas comme tels. Donc on ne trouve pas évidemment de spécialistes de peuples qui n'existent pas, et donc il faut trouver des gens qui peuvent reconstituer pourquoi on a dénommé, ou les gens se sont auto-dénommés comme ça à un moment, mais qui peuvent aussi mettre en cause certains. Donc on a trouvé des anthropologues, des linguistes qui travaillaient encore à nouveau chez les Nambikuara ou chez les Bororo. On a trouvé des gens aussi, bon, mais voilà, c'est assez complexe. Ça a pris du temps, donc je ne sais plus combien de temps, hein, quand même 3-4 ans, hein, de faire ce dictionnaire à l'arrivée. Alors effectivement, moi j'ai voulu aussi mettre des notices un petit peu qu'on peut trouver amusantes, et en même temps je trouve qu'elles sont souvent, que c'est l'occasion de voir aussi la méthode de Lévi-Strauss ou sa façon d'aborder les choses. Alors Lady Diana, j'ai fait une petite entrée sur Diana parce qu'il y a un article de Lévi-Strauss qui s'appelle Le retour de l'oncle maternel et qui est très intéressant, qui est une de ses chroniques qu'il avait écrites pour la Repubblica. Parce qu'il avait été frappé par le fait qu'aux obsèques de Lady Diana, son frère avait eu une prise de parole très forte et très accusatrice envers la famille royale. Et donc il avait dit au fond que lui-même, l'oncle maternel, allait au fond protéger les enfants de Lady Diana, éventuellement contre la famille du père, du prince, etc. Et Lévi-Strauss en profite pour dire, mais là c'est étonnant parce qu'on a en fait cette figure de l'oncle maternel qui revient et qui a été très importante en Europe, notamment si on lit les romans de gestes et tout ça, on voit que le rapport entre le neveu et l'oncle est plus important pratiquement que le rapport entre le fils et le père. Et il note, bon, c'était déjà présent dans les structures de la parenté, mais qu'il y a une sorte de relation inverse, en fait, plus l'axe fils-père, alors il faut rajouter mère, etc. Mais bon, il y a un carré, en fait, mais je n'entre pas dans le... parce que c'est tout de suite complet. Mais disons, plus l'axe père-fils est fort, moins l'axe neveu-oncle maternel l'est. Et inversement, plus l'axe... oncle maternel, neveu est fort, moins l'axe père-fils l'est. Et donc, si vous prenez des sociétés africaines, par exemple, où l'oncle est une figure absolument centrale, décisive, plus pratiquement que le père, on ne sait pas trop. Et donc, voilà, Lady Diana, c'était une occasion pour Lévi-Strauss de faire apparaître cette relation alors très structurale entre justement le carré, ou ce qu'il appelle parfois l'atome de parenté. Il faut, pour parler de la parenté, il faut être 4 pour Lévi-Strauss. Il faut la mère, le père, l'oncle, etc. Et puis, il y a aussi un article sur le Père Noël qui est un peu dans le même esprit. Il y a un tout à fait magnifique article de Lévi-Strauss qui s'appelle Le Père Noël supplicié, qui porte sur une pratique assez étonnante, dont je pense que vous n'avez peut-être pas entendu parler, moi en tout cas, et encore je crois au début des années 50 ou 60 même, je vois, ou 50 en tout cas, qui est qu'il arrivait que devant une église, je crois que c'est à Reims, je sais plus, on brûle une effigie du Père Noël. Parce que le Père Noël était vu comme une créature pas du tout chrétienne, c'était comme une sorte d'importation plus ou moins païenne, américaine, etc. Et là aussi, Lévi-Strauss cherche les équivalents du Père Noël dans différentes cultures et s'interroge sur ce rapport à une figure qui est à la fois enfantine et assez marquée par la mort. En fait, moi, je ne peux pas développer, mais il y a quelque chose d'assez singulier dans la figure du Père Noël. Et donc, effectivement, on a voulu donner aussi des entrées sur des choses assez insolites au premier abord, mais qui sont en fait assez significatives de sa façon de construire les problèmes. Mais nous avons la chance d'avoir dans la salle les éditeurs des éditions Sable qui ont repris le texte du Père Noël supplicié. D'accord. Et ça figure en biblio. D'accord. Mais donc, en plus, on peut même l'acheter à Toulouse. Monsieur.
Oui, en fait, c'est une question liée à la petite présentation qui est faite de votre intervention dans la revue d'Ombre Blanche, où donc, il est mentionné que Lévi-Strauss est au point de convergence de nombreuses disciplines, comme vous l'avez dit, et parmi ces disciplines, il est cité la poétique. Est-ce que vous pourriez préciser quel était son apport, comment, pourquoi, etc. Parce que vous ne l'avez pas vraiment abordé. Alors la poétique... En fait, Lévi-Strauss, il y a surtout, c'est dans l'anthropologie structurale 2, Lévi-Strauss consacre un texte aux analyses d'un auteur qui était appelé formaliste russe, mais il n'aimait pas être appelé formaliste russe parce que en Russie ou en URSS à l'époque, c'était une stigmatisation en fait. Être formaliste, c'était être bourgeois. Le formalisme, c'était ce qu'il ne fallait pas faire. Mais donc, c'est Propp, Vladimir Propp, qui avait développé bien sûr l'étude des contes, une morphologie du conte. Et Lévi-Strauss rend hommage aux analyses de Propp parce que justement Propp a analysé les contes en essayant de dégager des invariants en quelque sorte, des récurrences, et notamment faire apparaître que dans un conte, le personnage au départ est confronté à des personnages adverses, et ensuite il doit traverser des épreuves, des choses. Bon, ensuite ça a été développé un peu par Grémas et d'autres avec cette idée du schéma actantiel, c'est-à-dire le personnage traverse, il y a des adjuvants et des opposants, il y a des forces hostiles et des forces favorables. Bon, mais on arrive à dégager comme ça une structure du conte. Et donc Lévi-Strauss reconnaît que c'est une sorte de préfiguration du structuralisme, sauf qu'il estime que Propp aurait dû inclure la question de l'histoire, de l'historicité, qui fait que ces éléments, justement, sont quand même liés à l'histoire des peuples en question. Et en fait, Propp l'avait fait dans un volume à part que Lévi-Strauss ne connaissait pas. Donc bon, Propp a été furieux, voilà, qui est paru ensuite. Et donc Propp n'était pas du tout content. Mais peu importe. En tout cas, bon, cet intérêt évidemment de Lévi-Strauss pour le conte, pour bien sûr le mythe, l'analyse des mythes, est apparu aussi comme la matrice possible, justement aussi en lien avec les formalistes russes, de méthodes nouvelles pour la poétique et pour l'analyse des textes. Et là, bon, c'est tout ce qui s'est développé, aussi bien du côté de Barthes que du côté de Todorov pendant un moment, la revue Communication, de Kristeva, donc toutes les recherches de poétique qui sont beaucoup inspirés des méthodes structurales et en même temps qui ont souvent fait un retour. Par exemple, Todorov a édité les textes des formalistes russes aussi sur le récit. Ça a été aussi développé au-delà de la poétique appliquée au roman ou au théâtre, dans l'analyse de films. Alors Umberto Eco, enfin en l'occurrence c'était sur les romans, mais il a fait une analyse par exemple de James Bond avec les instruments de l'analyse structurale, comment James Bond, les romans plutôt de James Bond font jouer aussi des schémas sur le méchant, le bon, etc., des oppositions, etc. Donc je pense que ça nourrit effectivement une réflexion appliquée à la littérature. Que Lévi-Strauss lui-même n'a pas vraiment développé dans ce sens, sauf il y a un exemple alors, qui est fameux et qui est analysé assez longuement dans le dictionnaire, qui est son étude du poème de Baudelaire, Les Chats, qu'il a fait à 4 mains avec Jacobson. Et bon, là, c'est une mise à l'épreuve des méthodes structuralistes sur un exemple de poésie. Voilà. Autre question ? Oui, bonjour. Vous avez signalé que Lévi-Strauss avait fortement critiqué les philosophies du sujet, du moi. Alors, c'est sans doute difficile de l'expliquer en peu de mots, mais est-ce que vous pourriez expliquer quelles en étaient les raisons? Et je pense en particulier à un des constitué comme philosophe du sujet, à Husserl. Bon. Et je me demandais s'il n'avait pas pu être intéressé par Husserl, puisque quand même Husserl, Lévi-Strauss vous l'avez expliqué, s'est beaucoup intéressé au rapport de la nature et de la culture, de l'esprit, de l'universalisme qu'on trouvait dans les productions de l'esprit. Mais justement, Husserl a beaucoup travaillé cette question.
dans des textes comme la philosophie comme science rigoureuse, comme nature et esprit, comme Idéon 2. Donc ma question est un peu aussi relative à Husserl. Est-ce qu'il connaissait Husserl et quels avaient pu être ses rapports intellectuels avec lui et philosophiques avec lui? Puisque, pour terminer aussi, justement, ce qui m'a incité à poser la question, c'est que quand même vous avez dit qu'il était très critique vis-à-vis des philosophies du sujet, mais il avait été quand même très intéressé par le retour d'une métaphysique, même venant du Brésil. Or, quand même, avec Husserl, moi je dis qu'on est en plein dans la métaphysique. Et non pas dans l'anthropologie. Bon, c'est une question, mais on n'est pas dans l'anthropologie, quoi. Ah non, c'est sûr. Voilà. Oui, merci beaucoup. Donc Lévi-Strauss, quand il a fait ses études de philosophie, s'est bien sûr intéressé à la phénoménologie, qui était un des courants dominants de la philosophie dans les années... Enfin, peut-être pas que dans les années où il a fait ses études de philosophie, mais il a fait par exemple son stage d'agrégation en compagnie de deux augustes philosophes qui étaient Merleau-Ponty et Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir qui a fait d'ailleurs un des premiers comptes rendus des structures élémentaires de la parenté, et Merleau-Ponty qui a ensuite présenté Lévi-Strauss au Collège de France. Il était très ami avec Merleau-Ponty, et Merleau-Ponty évidemment s'inscrit dans la tradition de la phénoménologie. Ensuite... je n'ai pas trouvé trace, moi ça m'intéresse parce que je suis dans un laboratoire qui s'appelle les archives Husserl, mais je n'ai pas trouvé trace de référence directe de Lévi-Strauss à Husserl. Je ne crois pas qu'il s'y soit spécialement intéressé, ni à Heidegger. Il s'est intéressé bien sûr à ce qu'écrivait son ami Merleau-Ponty, et il s'est beaucoup intéressé à ce qu'écrivait Sartre, notamment à la critique de la raison dialectique, qu'il a étudié pendant 1 an en fait au Collège de France, avant d'y consacrer des pages très critiques à la fin de La pensée sauvage. Et je pense, pour Lévi-Strauss, la philosophie du sujet, il l'a dit souvent, était quand même une manière beaucoup trop immédiate, en quelque sorte, de se reporter à soi, à son vécu, etc., et qui risquait en fait de nous dissimuler bien tout ce par quoi en fait nous sommes déterminés, ou nous sommes agis en quelque sorte inconsciemment. Et c'est pour ça qu'il se réfère plutôt à Freud, à Marx, etc., à des penseurs qui sont plutôt des penseurs des déterminations inconscientes, et non pas du rapport réflexif ou du rapport de la conscience à elle-même. Et donc, il y a une rupture assez directe avec la phénoménologie de ce point de vue-là, qu'il assimile sans doute un peu trop rapidement, mais c'était à l'époque, il y a eu cette polarisation à une philosophie du sujet. Alors qu'en fait, ce qui est intéressant quand on refait l'histoire aussi, c'est que Jacobson, qui lui a directement influencé Lévi-Strauss, Lévi-Strauss a toujours dit que c'était une influence majeure pour la jeunesse du structuralisme, avait reçu positivement certaines recherches de Husserl. Mais c'est des recherches qui ne sont pas les plus connues, c'est les recherches de Husserl sur ce qu'il appelait la grammaire pure logique, c'est-à-dire sur les conditions du sens, quand justement on peut presque dégager de façon immanente à une analyse du langage des formes logiques, par exemple différencier ce qui relève d'un non-sens de ce qui relève d'une construction qui pourrait avoir un sens, et donc la question des conditions a priori de la signification dans les recherches logiques de Husserl. Alors ce sont des recherches assez abstraites, mais qui peuvent apparaître comme la préfiguration des recherches structuralistes, sur le langage aussi, sur effectivement comment les significations se forgent avec des conditions a priori qu'on peut dégager. Et donc, en fait, maintenant, on a un peu tendance à réviser toute cette histoire et à considérer que cette grande opposition des années 60-70 entre philosophie du sujet d'un côté et philosophie du concept de l'autre, il y a un article fameux de Canguilhem, ne rend pas compte, ne rend pas justice en fait à la phénoménologie, par exemple, qui est aussi une pensée non seulement du sujet, mais de l'inscription du sujet dans le monde. Ensuite, il y a tous les développements de Merleau-Ponty ou de Heidegger dans cette direction. Et donc, il faut sans doute dépasser l'idée que la phénoménologie n'est qu'une philosophie du sujet. Mais c'était quand même la structuration du champ polémique des années 60 qui faisait que, voilà, lui, il disait au fond, les philosophes, voilà, ils dissertent sur leur conscience, etc. Mais ce qui est important, c'est tout ce qui détermine les structures sociales et qui échappe largement à la conscience des sujets. Et c'est ça qui a beaucoup frappé, y compris des gens qui ensuite ont cherché plutôt à concilier un peu les deux, comme Bourdieu. D'ailleurs, Bourdieu essaye d'une certaine façon de concilier un certain héritage phénoménologique avec
le défi structuraliste. Il parle d'ailleurs d'un structuralisme génétique. Alors peut-être une remarque dans ce débat, parce que Lévi-Strauss a beaucoup critiqué effectivement Sartre. Mais vous parliez de Merleau-Ponty, la pensée sauvage est dédiée à la mémoire de Merleau-Ponty. Alors, de deux choses l'une, ou bien c'est purement, quand même, il m'a aidé au collège, entrer au Collège de France, je vais lui dédier la pensée sauvage, ou alors c'est qu'il reconnaît autre chose dans la phénoménologie. Et je me disais qu'il y avait quand même dans la phénoménologie, et au moins de façon très claire chez Lévi-Strauss, chez Merleau-Ponty, un rapport à la question du sens et du sensible que Lévi-Strauss prend d'une façon complètement différente, je pense, de Merleau-Ponty. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce lien malgré tout qui justifierait... Enfin, je ne sais pas. Si, tout à fait. D'ailleurs, il y a une entrée Merleau-Ponty dans le dictionnaire par Claude Imbert qui essaye vraiment de faire apparaître effectivement une parenté assez profonde, pas seulement un hommage amical au début de la pensée sauvage, le fait qu'il a dédié le livre, mais une parenté dans justement une pensée du sensible et une pensée au fond qui loge l'intelligible dans le sensible. Et ça, c'est donc qui dépasse aussi un dualisme du sensible et de l'intelligible, et qui cherche des effets de structuration qui sont déjà présents dans le sensible, dans le monde, et donc qui refusent effectivement un grand partage, peut-être, disons, platonicien. Et de ce point de vue-là, Lévi-Strauss, il y a une affinité, certainement, même s'il l'a jamais vraiment explicité lui-même. Donc il faut soi-même travailler un peu. Il y a le texte, en revanche, de Merleau-Ponty, qui s'appelle De Mauss à Lévi-Strauss, donc il y a un très beau texte. Et puis maintenant, on a des cours aussi au Collège de France où Merleau-Ponty se référait à Lévi-Strauss, à l'analyse du symbolique et tout ça qui pour lui était très important. Il y a aussi une pensée du symbolique, de l'institution du sens, de l'institution symbolique chez Merleau-Ponty. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas développé, en tout cas du côté de Lévi-Strauss, et donc qu'il faut construire. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est vrai que la phénoménologie, surtout la dernière phénoménologie de Merleau-Ponty, est très éloignée d'une sorte de pensée du cogito transparent à lui-même, etc. C'est pas du tout la pensée du sujet qui irritait Lévi-Strauss. C'est une pensée du sujet incarné, du sujet sensible justement. Et ça, je pense qu'il y a une grande affinité avec Lévi-Strauss, qui d'ailleurs sur le tard indique que c'est pas le sujet comme tel, parce qu'il y a un paradoxe aussi. Sinon, il a quand même aussi dit que l'ethnologue n'écrit que des confessions. L'ethnologue n'écrit donc des confessions, c'est quand même en première personne normalement. Alors comment on peut concilier l'idée que l'ethnologue n'écrit que des confessions avec la critique du sujet? Il faut voilà, là aussi travailler les textes et faire apparaître qu'il y a un article de Michael Fussell sur cette question du sujet, de la subjectivité, parce que c'est un thème assez finalement plus complexe qu'il en a l'air chez Lévi-Strauss lui-même. Mais certainement c'est plutôt, je sais pas, un penseur comme Leibniz, vous voyez, des gens qui réinscrivent l'humain dans les âmes, dans des âmes qui vont jusqu'au sensible, jusqu'au monde, jusqu'aux animaux, que un peu ce qui l'irrite toujours, c'est une espèce de privilège un peu cartésien, disons, de l'être pensant qui serait absolument abyssalement distant, le cogito qui serait absolument distant de tous les êtres naturels, etc. On voit que c'est ça aussi qui ne lui plaît pas dans une certaine pensée de la transcendance de l'ego, etc. Mais en revanche, un ego incarné qui doit confesser sa sensibilité, etc. En un sens, c'est ce qu'il a fait lui-même, notamment dans Tristotropique d'ailleurs. D'autres questions ? Bonsoir. Oui, quand on lit Lévi-Strauss, on voit bien ce qu'il doit à ses lectures, à ses réflexions. Mais qu'est-ce qu'il doit à sa pratique d'ethnologue ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a appris concrètement en marchant, en vivant, en mangeant parmi les peuples sans écriture ? Qu'il n'aurait pas appris dans les livres. Oui, c'est une question difficile parce qu'effectivement... il y a un texte d'Emmanuel Devaux, qui est un des grands spécialistes de Lévi-Strauss, dans le dictionnaire, qui relève, je ne sais plus dans quelle notice, mais le paradoxe, c'est que par exemple, les structures élémentaires de la parenté
c'est un texte qui ne porte pas du tout sur l'Amérique, sur l'Amazonie. Il parle de toutes sortes de peuples, notamment en Afrique, en Asie, etc., en Amérique du Nord, mais très peu. Il ne parle pas tellement des textes qu'il a visités, chez qui il a vécu un temps, donc que j'ai énuméré tout à l'heure. Donc il y a certainement une part de l'œuvre de Lévi-Strauss qui est une élaboration de problèmes qu'il a trouvé plutôt dans des livres, chez Granet par exemple, qui avait réfléchi sur la parenté en Chine, etc. Il a voulu même un peu essayer de faire enfin une espèce de grande synthèse sur cette question de la parenté qui obsédait l'anthropologie, mais où il manquait cette œuvre un peu de systématisation et qu'il a donnée. En revanche, d'ailleurs, sa thèse complémentaire est consacrée à la vie sociale et familiale des Indiens Nambikwara. Donc là, il y a ce travail chez les Nambikwara qui s'exprime ensuite, et chez d'autres peuples d'Amazonie, non seulement dans des textes descriptifs sur les mœurs des Nambikwara, mais aussi, je pense, dans sa réflexion eh bien aussi sur la parenté, dans d'autres textes sur la parenté, sur le mythe. Le mythe quand même, alors là, le mythe est une exploration, ce que dit Emmanuel Devaux d'ailleurs, d'une espèce de continent américain. Donc c'est comment les mythes se transforment en partant de l'Amérique du Sud, en remontant jusqu'au Canada quasiment. Par une série de transformations comme ça. Donc là, il y a vraiment une enquête sur pratiquement la pensée amérindienne à travers le mythe, dont une partie était quelque chose à quoi Lévi-Strauss avait été confronté directement, avec aussi cet étonnement qu'il a de retrouver dans les mythes que lui racontent les gens qu'il rencontre, des choses qui étaient déjà consignées par Jean de Léry, par les premiers explorateurs du Brésil, des siècles plus tôt. Il retrouve des choses communes. Dans ces textes aussi sur la chefferie ou sur les structures politiques, c'est principalement sur les Nambikwara qu'il travaille. Donc voilà, il y a dans la réflexion sur l'art, il a été très frappé par les peintures faciales des Indiens Caduveo, les femmes qui se peignaient sur le visage des sortes d'arabesques. Et donc il y a une réflexion ensuite justement sur un art qui n'est pas un art séparé du corps, donc qui est un art de la beauté adhérente, comme on dit, qui est un art du corps en quelque sorte, et c'est quelque chose qui là aussi il trouve chez les Indiens. Alors même j'ai trouvé une lettre à Mauss où il explique qu'il va plutôt vérifier une sorte d'hypothèse sur l'histoire de ces sociétés, mais finalement il a été très séduit par la beauté aussi de ces peintures faciales. Et puis ensuite, alors ça, il fait d'autres séjours, il me semble, en Amérique du Nord, et il va voir. Alors c'est pas vraiment des enquêtes de terrain, mais il va quand même voir ce qui se passe sur la question des masques. Sur la question, il y a un très beau livre de Lévi-Strauss qui s'appelle La Voix des masques. C'était des masques qu'il avait frappés au musée de New York, au musée sur la côte nord-ouest, et ensuite il a beaucoup été explorer ces régions, ces masques. Mais c'est vrai que il y a un écart, si on veut, entre le terrain et alors beaucoup d'ethnologues dans la période assez polémique aussi contre Lévi-Strauss disaient mais c'est une anthropologie de bureau, c'est une anthropologie qu'il a confectionnée il a passé ses heures à éplucher les mythes. Alors il avait confectionné une espèce d'extraordinaire base de données avant qu'existe vraiment l'informatique à portée de tout le monde, ce qu'on appelle les files, c'est-à-dire il s'abonnait à toutes sortes de ressources documentaires qui étaient classées selon les peuples dans d'immenses fichiers qui sont toujours conservés au laboratoire d'anthropologie sociale. Et c'est à partir de là qu'il travaillait. C'était en un sens de seconde main aussi, mais comme beaucoup d'anthropologues, si on lit je sais pas, Mauss, si on lit... Alors Boas, lui, envoyait ses élèves partout. Donc il y a alors Lévi-Strauss aussi envoie ses élèves aussi à partir d'un certain moment. Le laboratoire d'anthropologie sociale,
il envoie Jacques Liseau, il envoie Pierre Clastres, il envoie Sebag, il envoie des gens en Afrique. Il constitue aussi une des générations d'ethnologues qui, eux, commencent toujours par le terrain, qui travaillent des terrains. Mais lui, c'est vrai qu'il se situait un peu à un niveau méta, si on veut, en compilant d'extraordinaires masses de données ethnographiques, plutôt qu'en produisant une ethnographie de terrain. Parce que suite à cette distinction entre ethnographie, ethnologie, anthropologie, et l'anthropologie étant un niveau de généralité plus grand. Bien, il nous reste alors à vous remercier pour cette présentation très vive, précise. Merci beaucoup. C'était Jean-Claude Monod, directeur du dictionnaire Lévi-Strauss, paru aux éditions Bouquin, à la librairie Ombre Blanche, jeudi 9 juin 2022, lors d'une rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio.